Une conférence de presse décisive, Lavrov répond à l'Occident. Dans cette vidéo exclusive, nous vous plongeons dans une conférence de presse extrêmement importante donnée par Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie. Au cours de cet échange intense, Lavrov aborde les principaux défis géopolitiques du moment, les sanctions occidentales et leur inefficacité face à la Russie, l'expansion de l'OTAN et ses conséquences, le rôle clé de la Russie sur la scène mondiale et son renforcement des liens avec des puissances comme l'Inde et l'Iran, l'avenir de l'Ukraine et la vision de Moscou face à cette crise mondiale. Après la conférence, nous vous proposons une analyse approfondie de ces propos et des enjeux majeurs qui se dessinent dans la diplomatie mondiale. Que pensez-vous des déclarations de Lavrov? Est-ce une nouvelle ère pour la Russie dans ses relations internationales? Partagez votre avis en commentaire, nous sommes impatients de lire vos réflexions. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos vidéos et de l'évolution de la situation géopolitique mondiale. Bonjour. Nous venons tout juste de conclure nos travaux dans le cadre du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays de la CEI. La réunion a débuté hier par une communication informelle, au cours de laquelle ont été abordées librement les questions actuelles de l'agenda international et régional. Aujourd'hui, 2 sessions ont eu lieu, l'une en format restreint, avec uniquement les ministres et leurs adjoints, et une autre en format élargi, durant laquelle plusieurs initiatives ont été présentées et des documents ont été signés, ce dont vous avez été témoins. Je tiens à souligner la contribution particulière de nos amis kazakhs qui ont parfaitement organisé ces réunions, assurant des conditions optimales pour un travail efficace. Nous félicitons également nos collègues du Tadjikistan pour le bon démarrage de leur présidence de la CEI. Nous partageons les priorités fixées par Douchanbé pour cette année, qui visent à renforcer la coopération dans tous les domaines, et à assurer la continuité de nos actions. Cela concerne notamment les axes traditionnels de politique étrangère, de coopération économique, ainsi que les domaines culturels et humanitaires. Le Tadjikistan souhaite également accorder une attention particulière à l'écologie, au climat et à l'intensification des contacts avec des partenaires extérieurs. Nous fournirons tout le soutien nécessaire au Tadjikistan dans l'exercice de ses fonctions de président. Nous avons aussi examiné les résultats de la coopération entre nos ministères des Affaires étrangères, notamment en matière de coordination sur les plateformes internationales. Nous avons constaté avec satisfaction que le plan de consultation pour 2024 a été pleinement respecté. Ces rencontres ont été très utiles pour mieux comprendre les positions de chacun et coordonner nos actions, notamment à l'ONU, à l'OSCE et sur d'autres tribunes multilatérales. Je souligne également que tous ont mis en avant l'importance des événements prévus pour célébrer le 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Le 9 mai, nous serons heureux d'accueillir nos amis des pays de la CEI à Moscou pour les commémorations de cette date mémorable, essentielle pour nos peuples frères et pour l'humanité tout entière. Tous les dirigeants des pays de la CEI ont été invités par le président Poutine à participer au défilé et aux autres manifestations à Moscou. Nous espérons qu'ils seront tous présents à nos côtés sur la place rouge. Dans ce contexte, nous avons adopté aujourd'hui une décision importante, la création du titre honorifique de la CEI, Ville de la gloire du travail 1941-1945. Ce titre sera attribué à certaines villes, dont la liste définitive sera bientôt rendue publique. Nous avons bien sûr également abordé des sujets internationaux et régionaux d'actualité. J'ai partagé avec mes collègues les derniers développements concernant la crise ukrainienne, en rappelant notre position cohérente pour un règlement durable et solide. Un tel règlement ne peut être obtenu que par l'élimination des causes profondes du conflit, connues de tous, des causes accumulées depuis des années, liées à l'expansion continue de l'OTAN vers l'Est jusqu'à nos frontières. Et bien sûr, il y a eu aussi l'encouragement du régime ouvertement nazi de Kiev, arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État sanglant anticonstitutionnel. Ce régime mène une politique d'éradication législative de tout ce qui est lié à la Russie et au monde russe, la culture, les médias russophones, l'Église orthodoxe canonique d'Ukraine, et bien d'autres choses. J'ai informé mes collègues de certains détails de nos contacts avec les Américains, y compris sur la possibilité d'un rôle des États-Unis dans la résolution de la crise ukrainienne. Le président Trump a toujours souligné son intérêt pour une solution.
Contrairement à l'Europe, qui ignore complètement les causes profondes du conflit, les États-Unis montrent un certain désir de comprendre les vraies racines du problème. Trump a publiquement déclaré à plusieurs reprises que l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN était une erreur majeure, qui a été décisive dans les événements actuels, en dépit des avertissements répétés de Moscou. Un retour de Zelensky aux frontières de 1991 est impossible, ne serait-ce que parce que ces territoires sont peuplés d'hommes et de femmes que Zelensky considère comme des « créatures » à qui il a conseillé d'aller se réfugier en Russie. Récemment, dans une interview, il a déclaré que ce qui le motivait, c'était avant tout la haine des Russes. Lorsqu'on lui a demandé s'il parlait seulement de Poutine, il a répondu « Non, de tous les Russes. Je les hais tous. » Comment peut-on envisager sérieusement de confier à cet homme le sort de ces populations? C'est impensable. Et cette réalité est également comprise par l'administration Trump, qui a plusieurs fois indiqué que Zelensky devra faire des compromis territoriaux. Lors de la réunion d'aujourd'hui, un ensemble de décisions a été adopté dans les domaines culturels, humanitaires, sécuritaires et judiciaires. Nous avons approuvé des projets de traités internationaux, notamment un programme de coopération des États de la CEI pour renforcer la sécurité des frontières extérieures sur la période 2026-2030. Je voudrais également souligner les documents adoptés sur les principes de création d'un système intégré de surveillance radiologique, chimique et biologique, ainsi que sur les principes de communication unifiée des forces armées des pays de la CEI. Nous avons aussi soutenu l'initiative du président kazakh de création d'un forum des volontaires, qui deviendra une plateforme permanente au sein de la CEI. Nous avons déjà développé ce mouvement chez nous depuis plusieurs années, et nous soutenons son internationalisation à l'échelle de la communauté. Certains documents seront publiés au niveau ministériel, d'autres seront finalisés et signés lors des réunions des chefs de gouvernement en juin et septembre. Enfin, un sommet des chefs d'État est prévu pour le 10 octobre à Douchanbé. Quelle est la place de la CEI dans le futur ordre sécuritaire eurasien? Lavrov, nous défendons une vision globale de l'architecture de sécurité eurasienne, comme l'a proposé le président Poutine. Cela inclut toutes les structures existantes sur le continent, l'Organisation de coopération de Shanghai, l'Union économique eurasiatique, l'Organisation du traité de sécurité collective, et même les structures du Golfe ou d'Asie du Sud. L'idée est que ces groupements s'interconnectent, identifient des intérêts communs, évitent les redondances et coordonnent leurs efforts. La CEI, qui s'occupe à la fois de sécurité et d'économie, est naturellement appelée à jouer un rôle actif dans cette architecture, dans ce que nous appelons le « grand partenariat eurasiatique ». Cela contribuera à renforcer la multipolarité, un processus où le continent eurasien est appelé à jouer un rôle moteur. Que pensez-vous des appels de l'EEA, patienter, face aux difficultés économiques? Lavrov, l'UE demande à ses citoyens de faire des sacrifices. Ursula von der Leyen et Annalena Baerbock ont affirmé que le niveau de vie allait se dégrader, mais que cela était nécessaire pour vaincre la Russie. Cela montre à quel point l'UE est devenue une structure dégénérée, détachée des intérêts de ses propres peuples. Ce n'est plus un projet d'intégration économique au service du bien-être des Européens. Face aux guerres économiques, que peuvent faire la Russie et la CEI pour limiter les dégâts? Lavrov, nous avons abordé ces questions, qui relèvent des ministères sectoriels. Il n'est pas nécessaire d'inventer quelque chose de nouveau. L'Occident tente depuis 3 ans d'imposer ces sanctions à tous ceux qui commercent avec la Russie, y compris nos voisins d'Asie centrale. Malgré cela, 85% de notre commerce avec les pays de la CEI est désormais libellé en monnaie nationale. Et cela continue de progresser. C'est aussi le cas avec la Chine, et dans une moindre mesure avec l'Inde. En fait, il existe des gens qui ne veulent pas que l'orientation du président Trump et de son équipe, qui vise à normaliser les relations et à reprendre le dialogue sur toutes les questions, malgré les divergences, devienne dominante. Ainsi, nous partirons fermement de nos intérêts nationaux. Nos contacts avec l'équipe de Trump, en particulier la rencontre à Riyad avec le secrétaire d'État Rubio et le conseiller à la sécurité nationale Walt, ont montré qu'il existe une compréhension fondamentale de la nécessité du dialogue,
tout en préservant l'engagement de chaque partie à défendre ses intérêts nationaux. Ce genre d'approche est possible. Prenons l'exemple de la République populaire de Chine et des États-Unis, qui entrent actuellement dans une période très tendue de confrontation sur les tarifs douaniers, mais ce n'est pas tout. Des problèmes demeurent, notamment concernant le statut de Taïwan. Le monde occidental semble reconnaître formellement Taïwan comme faisant partie d'une seule Chine, tout en menaçant du doigt et en affirmant qu'il ne faut pas changer ce statut. Mais qu'est-ce que ce statut? Ce n'est pas la Chine unique, mais un État, et même pas un quasi-État. Ils considèrent cela comme un statut d'État pour Taïwan. Il y a aussi des problèmes en mer de Chine méridionale entre la Chine et les États-Unis. D'ailleurs, Washington et l'OTAN ont désigné la Chine comme le plus grand défi systémique après l'élimination de la menace russe. Et malgré tout cela, malgré les échanges de répliques et les aimables paroles entre Pékin et Washington, leur dialogue n'a jamais cessé. Il est donc totalement incompréhensible pourquoi l'administration Biden a décidé de se comporter ainsi. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire appel, mais viser une normalisation fondée sur la reconnaissance mutuelle et le respect des intérêts nationaux de chaque pays est tout à fait réaliste et nécessaire. Y a-t-il des accords concrets concernant la reprise des communications entre les ministères des Affaires étrangères de la Russie et des États-Unis? La reprise de ces échanges impliquera-t-elle la levée des sanctions sur Aeroflot? Non, cela ne le fera pas, mais cela devrait être le résultat de la levée des sanctions contre Aeroflot. Nous avons fait cette proposition lors de la réunion mentionnée à Riyad, il y a plus d'un mois. Les Américains l'ont reçue, mais nous n'avons pas encore vu de réponse de leur part. Cependant, hier s'est terminée la rencontre à Istanbul, où nos experts ont rappelé cette proposition. C'est une question honnête, je n'ai pas encore eu l'occasion de les contacter. Peut-être y a-t-il eu quelques avancées, mais pour l'instant, rien n'est connu. Nous allons continuer à travailler sur cette question, car cela représente un retour à la normalité. Le CSN a annoncé qu'il investirait plus de 10 milliards d'euros dans le développement d'un corridor de transport. Les experts le considèrent comme un concurrent des routes nord-sud et est-ouest, qui sont activement développées en Russie. Quel risque la Russie identifie-t-elle dans le cadre de l'activation de ce projet, actuellement soutenu par l'Union européenne? Nous avons discuté de cela hier, notamment avec mon collègue kazakh, et aujourd'hui, nous en avons parlé lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la CEI. Nous en parlerons encore dans quelques minutes avec 5 ministres des Affaires étrangères des pays d'Asie centrale. Le projet de corridor de transport international TMTO. Personne n'a vu les 10 milliards de dollars que l'Union européenne souhaite investir dans sa mise en œuvre, en contournant le territoire russe. Deuxièmement, ce projet est plus coûteux si l'Union européenne décide de l'investir. Ce projet est bien plus coûteux que le corridor de transport international nord-sud et est-ouest. En principe, nous ne voyons rien de mal à ce que, comme le disent les proverbes chinois, toutes les fleurs fleurissent et que tous les projets contribuant à débloquer les connexions de transport et à créer les possibilités logistiques les plus confortables soient envisagés, sans que personne ne fasse obstacle à aucun d'entre eux. Le projet Nord-Sud est un projet beaucoup plus avancé, beaucoup plus efficace, tant du point de vue de la réduction des coûts pour son fonctionnement complet que de son utilisation. Il sera beaucoup plus efficace pour transporter des marchandises du nord vers le sud. Par ailleurs, parallèlement au corridor de transport international nord-sud, des itinéraires sont en cours d'élaboration, allant du nord de la Russie jusqu'à l'océan Indien, le golfe Persique, et les ports d'Iran et d'Inde. De telles routes sont actuellement discutées sur le plan pratique. Le projet de transport international transeurasien utilise déjà certains de ces segments, y compris au Kazakhstan. Et je répète, nous n'avons rien contre, tant qu'il est bien compris que personne ne sabotera les projets transcontinentaux déjà lancés dans les directions nord-sud et est-ouest. La conférence de presse de Sergueï Lavrov a été un moment clé de la diplomatie russe, un instant où des vérités sans détour ont été exposées. Mais derrière les discours de façade, qu'en est-il vraiment de la position de la Russie sur la scène internationale? Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans les points essentiels qu'a abordé Lavrov et ce qu'il révèle sur la stratégie géopolitique de la Russie. Restez avec nous jusqu'à la fin pour une analyse complète et n'oubliez pas de partager votre avis en commentaire. 1. Le retour à la normalité des relations internationales. Dès le début,
Lavrov a souligné que la Russie cherche avant tout un retour à la normalité dans ses relations internationales. En mettant l'accent sur la nécessité de préserver les intérêts nationaux tout en étant ouverte au dialogue, la Russie montre une volonté de se reconnecter avec l'Occident, à condition que ce dernier respecte ses priorités stratégiques. Cela montre bien que la diplomatie russe reste pragmatique, mais également inflexible sur les principes fondamentaux qui ne sont pas négociables. En effet, la Russie ne veut pas d'une paix imposée à ses conditions, mais plutôt d'un dialogue où les deux parties s'écoutent véritablement. 2. La position de la Russie sur l'Ukraine et les relations avec l'OTAN. Lavrov a évoqué de manière incisive la question ukrainienne, qui demeure l'un des axes les plus tendus dans la diplomatie russe. Il a précisé que l'Ukraine ne doit pas être un terrain de confrontation avec l'OTAN, mais un enjeu de souveraineté nationale pour la Russie. En soulignant la menace représentée par l'expansion de l'OTAN, Lavrov a mis en lumière la perception de la Russie, qui considère cette organisation comme un acteur déstabilisateur de l'équilibre mondial. Cette analyse n'est pas nouvelle, mais la manière dont Lavrov la présente montre que la Russie ne se résigne pas à une domination occidentale de son voisinage immédiat. Pour la Russie, l'Ukraine doit retrouver son statut de zone tampon, non seulement pour la sécurité nationale, mais aussi pour l'avenir de la région. 3. Les relations avec les États-Unis. Lavrov n'a pas hésité à critiquer la politique étrangère des États-Unis, notamment leur attitude erratique et leur ingérence dans les affaires internes d'autres pays. Pour lui, l'absence de dialogue franc et direct avec les États-Unis est une source majeure de tension. Il a notamment rappelé la proposition de normalisation des relations avec Washington, mais avec une condition essentielle, que les États-Unis cessent d'imposer leur vision du monde. Cette déclaration est révélatrice de la stratégie russe, qui cherche à éviter une confrontation ouverte tout en continuant de défendre ses propres intérêts de manière assertive. La critique directe des sanctions économiques imposées par les États-Unis montre aussi que Lavrov considère ces mesures comme une forme de guerre économique injustifiée. 4. La montée en puissance de la Chine et le rôle de la Russie. Un autre point crucial évoqué par Lavrov est la dynamique croissante entre la Russie et la Chine. Alors que l'Occident cherche à se positionner face à la montée en puissance chinoise, la Russie semble trouver dans cette relation un levier stratégique pour rééquilibrer la situation géopolitique mondiale. Lavrov a souligné que l'alliance avec la Chine n'est pas dirigée contre les États-Unis, mais plutôt contre un monde unipolaire où la domination occidentale est perçue comme néfaste pour l'équilibre mondial. La Russie, dans ce contexte, se positionne comme un acteur clé de la construction d'un ordre multipolaire, capable de défier les tentatives de domination d'un seul bloc, qu'il soit américain ou occidental. 5. Le rôle de la Russie dans le développement des corridors de transport internationaux. Enfin, Lavrov a évoqué l'ambitieux projet des corridors de transport internationaux, en particulier la route Nord-Sud, qui traverse la Russie et relie l'Europe à l'Asie. Il a clairement indiqué que la Russie ne s'opposait pas à l'initiative européenne, mais mettait en garde contre les risques liés à des projets parallèles qui pourraient contourner ces infrastructures. La Russie se positionne ici comme un acteur central dans la connectivité eurasiatique, capable de proposer des solutions plus efficaces que celles actuellement proposées par l'Occident. Lavrov montre que la Russie n'est pas uniquement une puissance militaire, mais également une nation clé pour l'économie mondiale, particulièrement dans le domaine des infrastructures et du transport. 6. La critique de l'UE et la montée du projet multipolaire. Un autre aspect important de son discours est la critique de l'Union européenne, notamment de ses tentatives de s'aligner aveuglément sur les États-Unis. Lavrov a dénoncé la soumission de l'UE aux intérêts américains, et a appelé à un véritable rééquilibrage des relations internationales. Ce discours n'est pas seulement un rejet de l'Europe, mais plutôt une invitation à un dialogue plus équilibré, où la Russie et ses voisins pourraient collaborer sans être contraints de suivre des diktats extérieurs. L'objectif de Lavrov est clair, faire émerger un monde multipolaire, où les grandes puissances respectent les intérêts des autres acteurs mondiaux sans chercher à dominer. Cette conclusion et invitation à réagir. Pour finir, cette conférence de presse nous dévoile une Russie qui, tout en étant confrontée à d'immenses défis, reste déterminée à jouer un rôle clé dans l'arène mondiale. Sergueï Lavrov a exposé une vision pragmatique de la diplomatie russe, qui cherche avant tout à défendre les intérêts nationaux tout en étant prête à discuter, mais sur des bases d'égalité et de respect mutuel. La Russie ne cherche pas la confrontation, mais elle n'acceptera pas de voir ses intérêts piétinés. En conclusion, ce discours est bien plus qu'une simple déclaration de politique étrangère. Il s'agit d'un véritable manifeste pour un monde multipolaire, où chaque nation, grande ou petite, peut défendre ses intérêts sans avoir à se soumettre à une vision unilatérale. Mais qu'en pensez-vous ? Est-ce que la Russie, dans cette dynamique,
parviendra à rétablir un dialogue constructif avec l'Occident? Ou la guerre économique et diplomatique ne fait que commencer? Partagez votre avis en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses sur l'actualité géopolitique. À très bientôt.